Africa Newsroom, partie 2. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes toujours en compagnie de notre invitée, Loïse Orina, enseignante. Nous sommes toujours en compagnie également de nos éditorialistes Alfred Chango et Gracien Roukindikiza. Voici le dossier du jour. La dernière élection présidentielle de mars dernier au Kenya a été qualifiée par les observateurs de libre et transparente, contrairement à celle de 2007, dont les conséquences ont été terribles. Les Kenyans n'ont pas voulu, semble-t-il, revivre les mêmes événements et le pays a ainsi franchi une étape démocratique cruciale, pourtant redoutée. Reportage d'Olivier Conan, envoyé spécial au Kenya, commenté par Khalid Jasfar. Le Kenya a une longue tradition démocratique. Comme dans la plupart des pays africains, l'enracinement de la démocratie a été un challenge aussi bien pour le pouvoir que pour l'opposition. Le pays a néanmoins enregistré des tentatives d'usurpation du pouvoir, comme lors du putsch contre le président Daniel Arap Moi en 1983, qui a finalement échoué. La vie politique kenyane a toujours été très mouvementée. Les Kenyans se sont dotés d'une nouvelle constitution en 2010. Les élections générales de 2013 se sont déroulées de manière pacifique, contrairement à celles de 2007 qui ont entraîné des violences et fait des milliers de victimes. C'est d'ailleurs la raison de l'inculpation du président de la République Uhuru Kenyatta et de son vice-président William Ruto par la Cour pénale internationale pour leur rôle présumé dans les violences post-électorales. Ces violences étaient consécutives à la contestation par Raila Odinga de la réélection du président Mwai Kibaki. Depuis, l'accord politique de partage du pouvoir entre le Premier ministre et le chef de l'État a permis un retour à la paix. Raila Odinga a accepté la réélection de Mwai Kibaki comme président de la République et ce dernier l'a nommé Premier ministre. C'est d'ailleurs ce consensus qui a favorisé l'adoption d'une nouvelle loi fondamentale. En démocratie, nous devons nous accorder même quand c'est douloureux, quand on perd une élection. Nous devons accepter les règles que nous nous sommes fixées. Je pense que le Kenya a progressé, mais nous avons encore des défis. Le pays doit gagner en maturité, le système judiciaire doit être impeccable, de sorte que les gens y croient. Nous avons encore des problèmes avec la police, nous avons beaucoup de défis, mais nous avons un peu progressé. Le Kenya et sa classe politique ont tiré les leçons du passé et la contestation du résultat de l'élection présidentielle de 2013 devant la Cour suprême et non dans la rue a permis d'éviter les violences. Par la suite, l'acceptation par le candidat malheureux du verdict de la Cour suprême confirmant l'élection d'Uhuru Kenyatta constitue un signe incontestable de l'enracinement de la démocratie dans ce pays d'Afrique de l'Est. La nouvelle constitution a supprimé le poste de Premier ministre et mis en place celui de vice-président. La décentralisation est très marquée avec la création de postes de gouverneurs, sénateurs et assemblées de comtés. Cette architecture va renforcer la démocratie participative locale. La décentralisation est très importante. En fait, la Constitution tourne autour de la décentralisation. Je pense que c'est une bonne chose. Au départ, l'argent était centralisé ici à Nairobi, mais dorénavant, les ressources seront à disposition des autorités locales. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, parce que c'est ce que nous voulons. Il y a des gens dans des zones défavorisées où il n'y a pas d'hôpital ou de dispensaire, ou quand il en existe, c'est avec un personnel de 100 personnes qu'ils n'ont jamais vu. Maintenant que ce personnel sera sous le contrôle du gouverneur au niveau local, cela veut dire que ces 100 employés ne seront plus des agents fictifs. Donc ils vont travailler effectivement dans ce dispensaire et c'est mieux ainsi. La décentralisation ne peut accomplir cela que si les ressources sont utilisées à bon escient. Ce que nous avons constaté, c'est que le fait de décentraliser les ressources ne veut pas dire qu'il y aura développement économique, parce que la vérité, c'est que les gens à qui vous donnez cet argent sont Kenyans, ils sont africains. Et vous savez ce que nous les Africains nous faisons souvent, nous utilisons mal les ressources publiques, nous nous occupons uniquement de nos parents, c'est la mauvaise gouvernance. Je pense qu'avec la nouvelle constitution, si les ressources pour la décentralisation arrivent effectivement sur le terrain, je pense que le Kenya sera un pays développé d'ici 10 ans. Les ONG, les associations et la société civile se sont impliqués pour éduquer la population avant, pendant et après les élections. Des campagnes de sensibilisation ont été menées pour éduquer la population sur les opérations de vote. La société civile a également mis en œuvre les moyens de veille pour dénoncer les violences et les fraudes. We put a system
Nous avons mis en place un système où les gens peuvent envoyer des SMS au numéro 108 en cas de violence ou conflit dans leur région, en liaison avec les élections. Nos agents sont sur leurs ordinateurs 24 heures sur 24 pour surveiller les informations qui arrivent. Nous utilisons ces informations pour générer des recommandations. Ces initiatives citoyennes ont permis de minimiser les fraudes et les difficultés liées au bon déroulement des opérations de vote. La compétence de la Commission électorale indépendante a également contribué à la bonne tenue du scrutin. Ce succès dans l'organisation des élections générales a démontré la maturité démocratique de la population kenyane. Reste par ailleurs à souligner le rôle joué par les médias dans l'amélioration du processus électoral. La presse a été responsable et citoyenne. Après les élections de 2007, des journalistes avaient alors amplifié les messages de haine et les rumeurs qui ont alimenté la crise et augmenté le nombre de victimes. Un journaliste est d'ailleurs poursuivi aujourd'hui par la Cour pénale internationale de La Haye. Il est accusé d'avoir incité aux violences qui ont fait des milliers de victimes. Quand quelqu'un fait des déclarations, ils les mettent au défi de le prouver. J'ai vu des journalistes demander « Ok, vous dites que les élections ont été truquées, où sont les preuves ?» Grâce à cette prise de conscience, cette fois-ci, nous sommes prudents. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Kenya est encore calme. Le Kenya n'est pas encore guéri de ce qui s'est passé en 2007, je peux vous le confirmer. C'est pourquoi les journalistes doivent se rappeler de leurs responsabilités. Ils ont un rôle à jouer pour maintenir les 42 communautés du pays. La plupart des conflits viennent de 2 communautés. Si les journalistes peuvent se débarrasser de leur manteau tribal, je pense qu'ils seront les premiers à amener l'unité dans ce pays. Il faut noter que la nouvelle constitution instaure un quota pour les femmes dans les assemblées pour garantir leur représentativité dans la gestion des affaires. Si l'évolution positive de l'expérience démocratique est incontestable, tout n'est cependant pas parfait. Les défenseurs et activistes des droits de l'homme appellent à ne pas baisser la garde. Nous devons tous être vigilants, ce n'est pas encore fini. La quête pour transformer ce pays est quelque chose auquel nous devons travailler. Nous devons tenir nos leaders responsables des promesses de la Constitution. Il y a encore beaucoup à faire. C'est aux citoyens de s'assurer que le Kenya devienne ce que nous voulons. Une société plus équitable où tous les citoyens sont égaux et intégrés et ont les mêmes chances. Le Kenya poursuit son processus d'approfondissement de la démocratie. Le pays a connu des moments difficiles dans son évolution. 50 ans après l'indépendance, les progrès sont manifestes. Ils sont codifiés dans la Constitution de 2010 qui met l'accent notamment sur la politique de décentralisation. Cela permet un meilleur partage du pouvoir qui n'est plus uniquement concentré dans les mains de l'exécutif. Les mécanismes pour une meilleure expérience démocratique sont donc en place. Il reste maintenant aux Kenyans à prouver dans la pratique que les dispositions légales et constitutionnelles sont désormais une réalité vivante dans un des pays les plus importants d'Afrique de l'Est. Alors Loïs Orina, qu'est-ce qui a fondamentalement changé entre 2007 et 2013 au Kenya concernant les suites des scrutins présidentiels? Bon, ce qui a changé, c'est qu'en fait, les gens ont compris ce qui s'est passé en 2007. Et il y a eu énormément de violence, hein, je pense que vous savez tous ce qui s'est passé. Et maintenant, on était prêts. On savait qu'en fait, au cas où, si jamais il y avait une contestation, on jetait la première pierre, c'était parti, et que la nation allait brûler comme en 2007. Donc il y a eu une prise de conscience. Alfred, est-ce qu'il faut saluer aussi la réaction de Raila Odinga cette fois-ci, qui s'est plié à la décision de la Cour suprême? Ah oui, naturellement, puisque effectivement, l'idée c'était qu'à partir de l'expérience du passé, qu'en cas de contestation, on s'adresse justement à la Cour suprême qui devait en dernier ressort trancher et puis décider. Hein, voilà. Et au fond, je pense qu'il a tiré aussi les leçons, comme tout le monde, justement, du passé. Et c'est ça qui est intéressant, puisque tout le monde s'est inscrit dans cette logique de aller en avant, dépassons justement les écueils de l'année de 2007 pour construire un nouveau Kenya. Et il me semble effectivement là qu'ils sont sur la bonne lancée. Et s'il avait, Raila Odinga, contesté une nouvelle fois ces résultats, est-ce que vous pensez que la population aurait suivi comme la dernière fois ou non? Ce n'est pas exclu parce que le Kenya, il faut savoir qu'aujourd'hui les élections sont bien déroulées, mais en réalité, les gens qui sont battus en 2007, c'était des Kikuyu
et des Kalenji, et aujourd'hui représentés par le président Kenyatta et Ruto, qui est son vice-président. On dirait qu'aujourd'hui, il y a l'alliance entre les ennemis d'hier. Il y a le Luo Odinga qui pouvait éventuellement, il pouvait y avoir des Luo qui pouvaient se mettre dans le jeu, d'autant plus que c'est la deuxième tribu au niveau de la population au Kenya, les Kalenji étant les troisièmes. Il pouvait y avoir de heurts, mais là, ce qui a manqué, et d'ailleurs très bien, c'est bien fait, c'est que Odinga n'a pas voulu mettre l'huile sur le feu. Et de cette façon-là, il n'y a pas eu de débordement. Sont surtout les politiciens qui font les crimes. Ce ne sont pas les politiciens qui prennent les machettes, mais ce sont eux-mêmes qui lancent, notamment en revendiquant ou avec des mots qui sont assez haineux contre les autres. C'est comme ça que ça se passe toujours en Afrique. Il manque toujours les leaders, les politiciens qui disent « voilà, on arrête, j'ai perdu », comme ça s'est passé au Kenya, comme ça s'est passé aussi au Mali. Il faut voir la part de responsabilité des hommes politiques. On a entendu également il y a une part de responsabilité de la presse et peut-être pour certains analystes aussi un manque de maturité démocratique au niveau de la population. Comment vous avez perçu cette crise et les responsabilités ? Excuse-moi, j'ai pas compris la question. Les responsabilités au niveau de cette crise-là, est-ce que vous pensez qu'elles ont été plus liées aux hommes politiques qui ont envoyé des messages ou à la presse, une certaine forme de presse qui a aussi relayé, voire accentué ces messages? On va commencer par là. En fait, comme à chaque fois, tous les 5 ans, on sait qu'en fait, le pays va très bien pendant 5 ans, mais à chaque fois, il y a les élections. Bizarrement, les paroles de haine font que les gens commencent à se détester, à se haïr. Donc, il y a une grosse responsabilité de la part des hommes politiques et en partie les médias aussi. Et donc, cette fois-ci, on a compris qu'il y avait cette coalition n'était pas seulement enfin, c'était plutôt stratégique. Donc, les gens ont compris. Donc, plus de stratégie à l'avenir. Vous voyez plus de stratégie au Kenya ou vous émettez tout de même quelques réserves parce qu'en fonction de la redistribution des cartes, cela peut évoluer? Marie-Angèle, hein, comme partout dans le monde, la situation politique fluctue, est souvent volatile. Et les alliances, nous, suivant les circonstances. On l'a vu en Côte d'Ivoire, entre le RDR et puis le PDCI, hein, leur justement rencontre pour gagner l'élection. Donc ce sont les circonstances qui déterminent les stratégies politiques. Cette fois-ci, effectivement, ça a payé. Mais ça a payé parce qu'aussi, il y a eu un travail de fond qui a été fait par la société civile, par les mouvements de droits de l'homme, etc., pour informer la population, les amener justement à une conscientisation démocratique citoyenne plus forte, une implication plus forte, et pour éviter justement ces discours de haine. Il me semble effectivement que là, on est au début d'un processus et il faut espérer effectivement que les Kenyans aillent jusqu'au bout de la chose parce que rien ne vaut la paix. Et la paix, c'est justement la stabilité. La stabilité, c'est engagement dans les projets de développement, etc. On a entendu qu'il y a la décentralisation, mais pour que la décentralisation se fasse comme il se doit, il faut des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, et puis il faut justement une redistribution équitable des richesses, l'implication de tout le monde. Donc il me semble effectivement que là, le Kenya est en train de prendre un bon tournant. Et certains ont joué sur les problèmes de division ethnique, mais également sur les problèmes fonciers. Est-ce que vous pensez que ces problèmes-là sont résolus ou sont en passe de l'être au Kenya? Je pense que ces problèmes n'ont pas beaucoup évolué. C'est un problème qui date de longtemps, pratiquement de l'indépendance, avec le mouvement Mau Mau, ce qu'on disait, Muzukaendeula, Mweu Sapateu. Donc c'est-à-dire que le noir récupère les terres. Ce qui s'est passé, c'est que l'ancien président Kenyatta n'a pas bien redistribué les terres, notamment il y avait des terres des Kalenji, qu'on a donné aux Kikuyu. Ce problème existe toujours. Le problème de la démocratie au Kenya est lié aux ethnies et lié surtout à la terre. Il faut vraiment que les Kenyans arrivent à faire un dialogue
communautaire, interethnique, pour revoir qu'est-ce qui s'est passé à l'indépendance, la redistribution des terres, et aussi pour revoir politiquement pourquoi chaque politicien doit s'ancrer chez lui au niveau de sa terre, soutenu par sa tribu ou son ethnie. C'est là où se trouve le problème principal. Demain, aujourd'hui, on dit qu'il y a la paix. Demain, il pourrait y avoir d'autres élections où on pourra avoir les Kalenjin alliés aux Luo contre les Kikuyu. Et ça peut toujours évoluer négativement. Oui, exactement. Je pense qu'il faut... alors, le travail qui a été fait au moment des indépendances, c'est le travail qui a été fait un peu partout, Marie-Angèle, en Afrique, c'est-à-dire construire l'unité nationale, construire la conscience nationale. Et au fond, Jomo Kenyatta, effectivement, a fait comme tous les présidents au moment des indépendances, c'est-à-dire de rassembler tout le monde autour d'un parti fort. Arap Moi, quand il arrive, il continue dans la même logique. C'est qu'au fond, on sort avec la mort d'Arap Moi, on entre dans un autre cycle et où justement il y a exacerbation au moment des élections, justement de ce sentiment d'appartenance régionale ou ethnique ou tribale. Sauf que Kenyatta, ce qu'il a fait, une réforme agréée. D'ailleurs, c'est là où il y avait les problèmes entre Kenyatta et le père d'Odinga, parce que la dernière fois, on avait les deux fils qui se présentaient. L'ancien Odinga était Premier ministre de Kenyatta et ils se sont chamaillés sur la politique agraire parce que Kenyatta a redistribué la terre des anciens colons, les Blancs, les Britanniques, surtout aux Kikuyu, alors que c'était dans la zone des gens du Kalenjin. Vous avez apporté une précision au propos d'Alfred. Oui, justement, c'est pour dire que rassembler, oui, il a rassemblé la population, mais en redistribuant la terre, finalement, il ne les a pas si rassemblés que ça a créé le problème prend son origine à ce moment. Oui, mais non, mais parce que durant tout ce temps-là, effectivement, il y a l'emprise d'un parti autour de l'idée de l'unité nationale. Ce qui fait effectivement qu'on ne connaît pas les soubresauts qu'on a connus en 2007, c'est-à-dire qu'avec la mort, donc justement, du dernier, j'allais dire, comme Mzee Jomo Kenyatta, donc Arap Moi, on sort justement de ces présidents qui incarnaient quelque chose pour de nouveaux chefs d'État qui, eux, au lieu de se fonder sur cette idée d'unité nationale, conscience nationale, se sont d'abord reconnus comme appartenant justement à des tribus, à des ethnies et à des régions. Alors que pensez-vous, Louise Orena, des idées, des arguments émis par nos éditorialistes concernant votre pays, le Kenya? Exactement. Ce que je pense, c'est qu'en fait, à partir du moment où cette question de terre n'est pas réglée, on ne peut pas dire que c'est un pays qui va avancer, ou c'est un pays qui a changé la manière de fonctionner. En gros, il y a toujours le problème d'ethnie. On choisit nos présidents par rapport à l'ethnie qui l'appartient. Et donc, ça peut changer demain. C'est ça le problème. Aujourd'hui, ok, il n'y a pas eu de violence, ça s'est très bien passé, mais demain, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça la question. Donc, on n'est pas sûr de ce qui va se passer demain. Merci à vous. Fin de ce débat. On rappelle les principales informations que nous avons traitées en première partie d'émission. Cela fait plus de 20 ans que la décentralisation fait partie des engagements pris par de nombreux États africains. Elle permet le transfert de compétences de l'État vers les collectivités territoriales et le processus est en marche au Cameroun. Un mouvement est né en juillet dernier au Burkina Faso, le Ballet citoyen. 2 artistes engagés et opposés l'ont lancé et sont opposés à la mise en place d'un Sénat dans leur pays. Alors, restez avec nous juste après la pause. Nous parlerons de la crise dans le secteur hydraulique en Guinée et l'exposition des faits personnels de Michael Jackson en Guinée équatoriale. A tout de suite.